bienvenue à ce deuxième épisode de Manger les riches, saison 1 sur Elon Musk. Toujours avec Colin Baudrillard, ça va? Allô, ça va super bien. Oui, ça doit encore bien aller parce que dans C'est exactement la même journée. Ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes qu'on finit d'enregistrer l'épisode. Je me sens pas tout frais en ce moment. Là. J'ai encore le premier épisode dans le corps. Qu'est-ce que t'as fait depuis le premier épisode? Manger une pointe de pizza. Okay, super, mais c'est un bon plan, je pense. Donc, quand on s'est laissé à la fin de l'épisode 1, on avait vu la jeunesse d'Elon Musk. Il s'en venait à Montréal. Il arrivait à Montréal. Voilà, c'est le scoop, le punch. C'était le cliffhanger, c'était Montréal. Exact. Fait qu'on va voir Elon Musk qui arrive à Montréal aujourd'hui. Alors, t'es prêt à recommencer ça, Colin? Je suis très prêt à recommencer. Parfait. Alors, on saute dans le temps qu'on s'est laissé, comme je vous disais. Il était un jeune adolescent qui vivait avec son père. Et là, on est devant un Elon Musk qui est peut-être un peu riche ou peut-être pas, parce qu'on ne sait pas vraiment si son père était riche avec les émeraudes. Il a maintenant 17 ans, il n'en peut plus de vivre avec son père, qui, on le rappelle, est un fou furieux. Alors, Elon, au début, il voulait émigrer aux États-Unis pour plusieurs raisons. La première et probablement la meilleure, il voulait fuir son père. Mais il voulait aussi étudier aux États-Unis, il y a des universités prestigieuses. Et la dernière raison, la moins glorieuse, c'est qu'il voulait éviter le service militaire obligatoire qu'il y avait en Afrique du Sud à ce moment-là. À sa défense, ça l'aurait obligé à se battre pour le régime de l'apartheid qu'il n'appuyait pas. Donc, OK, lui, il appuyait pas le régime de l'apartheid. Officiellement, du moins, là, il s'est toujours opposé à l'apartheid en Afrique du Sud. Fait qu'on va lui donner cette fleur-là. Puis, on peut le croire sincèrement parce que son père, même s'il a quand même l'air d'avoir un bon fond raciste, là, on l'a vu dans le premier épisode, il s'est fait élire au conseil municipal de Pretoria pour un parti qui était anti-apartheid. OK. Donc, voilà. Elon a essayé d'obtenir son passeport américain au départ sous le prétexte que Joshua Haldeman était américain, son grand-père maternel, on le rappelle, dont on a parlé à l'épisode 1. Mais ça a été refusé parce que sa mère, elle, May, était née au Canada puis qu'elle n'avait jamais fait la demande de citoyenneté américaine. Donc, il est allé au consulat canadien pour demander des passeports canadiens, non seulement pour lui, mais tant qu'à être là, il les a demandé pour son frère, sa sœur et sa mère, mais pas son père. Oui, mais en même temps, son père avait pas d'héritage canadien. Genre, son père est né à Pretoria, puis tu sais, il y a aussi... Oui. Probablement qu'il aurait Logiquement, pas eu ça aurait été du paperwork plus compliqué, mais oui, je comprends. Probablement qu'il n'aurait pas eu droit non plus. Mais ça ajoute aussi de la crédibilité à la théorie. Il voulait fuir le fou violent qui fait des expériences de hasard en bobette dans sa cuisine. Fait que, Elon Musk donc, a obtenu sa citoyenneté canadienne. Il est atterri au Canada en 1989. Il venait tout juste d'avoir 18 ans. Il y avait 4 000 $ en poche en chèque de voyage, officiellement en tout cas, qui avait été donné par ses parents. Mais plein de colliers d'émeraude. Sa mère est arrivée avec plus tard. On va y revenir. Sa mère est venue le rejoindre éventuellement. Et où, dans notre beau grand pays, d'un océan à l'autre, il atterrit. Débarqué à Montréal. Wow. Ben oui, parce que je suis désolé de vous l'apprendre. Non seulement Elon Musk est canadien, mais il est même un peu montréalais. Alors, si vous n'êtes pas fiers maintenant de votre identité, ceux qui nous écoutent de Montréal... Je suis absolument pas fier, mais je suis un peu surpris de ne pas en avoir entendu parler avant. Genre. C'est vrai, mais il n'est pas resté longtemps, en fait. La raison pour qu'on en parle si peu, c'est qu'il est resté quelques semaines au plus. L'oncle qui venait rejoindre, en fait, habitait plus à Montréal. Il a choisi Montréal parce qu'il venait rejoindre un de ses oncles, mais on est dans les années 80, il n'y a pas de courriel, il n'y a pas les appels interurbains coûté une fortune, fait qu'il a un peu pris la chance que son oncle habitait toujours à l'adresse que sa mère avait. Et c'était pas le cas qui est arrivé, il s'est rendu compte qu'il n'était plus là. Donc, il a acheté un billet de bus, puis il est allé en Saskatchewan pendant un petit bout, puis ensuite à Vancouver. Il a été rejoint par May, sa mère, et Tosca, sa sœur, 6 mois plus tard. Mais May, elle a passé la majorité de sa vie en Afrique du Sud. Elle trouvait que Vancouver, c'était trop froid et humide, puis elle trouvait Montréal trop francophone. Alors, ils ont fait comme beaucoup d'immigrants. Ils sont allés s'installer à Toronto. Puis, il y a une histoire de cette époque-là du jeune Elon Musk. Donc, c'est ça, il est venu seul au Canada, mais finalement pendant 6 mois, parce qu'après ça, sa famille est venue le rejoindre. Et il y a une histoire du jeune adulte Elon Musk au Canada qui m'a marqué, qui m'a fait rire un peu, mais surtout qui montre à quel point Elon Musk avait pas beaucoup d'habilité sociale. Là, je parle au passé, c'est un peu généreux, là, mais... il n'avait pas d'amis dans sa jeunesse, mais il n'y en avait pas vraiment au Canada non plus. Il passait son temps à lire ou à travailler à l'ordinateur. Il était très reclus. Tosca, elle, c'était l'opposé de son frère. Était sociable, c'était une adolescente à ce moment-là, puis elle aimait sortir. Puis probablement une belle femme, tu sais, sa mère avait été mannequin et tout ça, fait que une belle adolescente, là, tu sais, était probablement une des... Je fais l'hypothèse qu'elle était probablement une fille un peu cool et populaire au secondaire, là, tu sais.
Elon voulait la suivre quand elle sortait d'un bar. Mais Tosca était genre, non, tu viens pas. Mais il a tellement insisté qu'elle a fini par dire, OK, mais je veux tout le temps que tu restes à au moins 10 pieds de moi et mes amis. Faut pas qu'on ait de l'air ensemble. Genre, faut pas... Wow, OK. Fait qu'il avait le droit de la suivre, mais la règle, c'est qu'il fallait qu'il reste à 10 pieds minimum. Puis c'est sa petite sœur plus jeune qui le rejette dégoûté comme ça. C'est quand même quelque chose. Puis il l'a fait. Fait qu'on a Elon Musk d'à peu près 18 à 20 ans qui suivait sa sœur ado puis sa gang d'amis dans des bars puis des parties à 10 pieds de distance puis il s'amenait un livre parce qu'il avait pas le droit de leur parler. Fait que sa sœur dansait puis il crunchait des gars puis lui il était à 10 pieds puis il lisait un livre dans le bar. Je devrais pas rire, mais c'est un peu drôle. Donc, mais c'est ça. Moi, ce qui est pas venu au Canada juste pour suivre sa sœur de façon creepy dans des parties, il était là pour étudier. Mais à ses SATs, qui est un truc qui existe dans le monde anglophone, mais pas tellement dans le système scolaire au Québec. Je pensais que c'était typiquement américain. Je pensais pas qu'il y avait des SATs dans les écoles anglophones au Canada. J'ai cru comprendre qu'il en a fait, en tout cas dans sa biographie. Les SATs, dans le fond, c'est des tests d'entrée à l'université. Là. C'est comme une espèce d'évaluation universelle, uniforme, qui permet d'un peu de mesurer les étudiants, peu importe d'où ils viennent. Il y a eu des notes correctes en plus. Fait qu'il n'y avait pas autant de choix d'université qu'on pourrait penser. Il a choisi l'université Queen's pour 2 raisons. C'était proche de sa famille à Toronto. Puis il voulait pas trop s'éloigner. Il était allé en résidence, mais il voulait pas être trop loin de sa famille quand même. Puis il avait l'impression qu'il y aurait plus de filles à Queen's qu'à Waterloo, qui était son autre option. Moi, mon conseil pour Elon Musk, c'est d'arrêter de m'inscrire à autre chose qu'en génie informatique. Si vous voulez voir des filles, oui. Mais écoute, il a choisi Queen's en génie informatique. Donc, encore une fois, Elon était un... Infirmerie, man. Va en soins infirmiers. Mais sciences infirmières, c'est le spot, là. Mon Dieu, ma sœur est infirmière, puis son chum aussi. Puis son chum a eu tellement de succès. Mais oui, c'est sûr. Là, c'est un ratio qui n'a pas de bon sens. Parce qu'il était comme 2 gars hétéros pour 90 filles. Tu sais. Je m'excuse d'avoir hâté mon beau-frère et sa jeunesse. Donc, c'est ça. À l'université, encore une fois, Elon est un très bon élève, mais pas spectaculaire. T'sais, il y a eu des A dans ses cours d'affaires, économie, en calculus, là, qui est comme l'espèce d'algèbre avancée, le calcul intégral. Et en programmation, il y avait des B en comptabilité espagnole, relations industrielles. C'est des bonnes notes, là, des très bonnes notes, mais c'était pas non plus là, le majeur de sa promotion. Mais l'affaire qui a pu affecter ses notes aussi, c'est qu'à l'université, il s'est fait ses premiers amis. Dont Navaid Farouk, un étudiant d'origine canadienne et pakistanaise, qui est toujours son ami, un de ses amis proches aujourd'hui d'ailleurs. Et ça a été un grand changement positif, je pense, pour lui dans sa vie. Il avait enfin un ami avec qui philosopher jusque dans le milieu de la nuit, comme seuls des étudiants à l'université peuvent faire. En résidence, en plus. En résidence, exact. Oui, on les imagine un peu chaud à 3 heures du matin à faire « Man, la vie, c'est une simulation! » Puis aussi, il est vraiment retombé dans les jeux vidéo forts. Selon Farouk, Musk était obsédé par Civilization et Warcraft. Ça m'étonne pas vraiment. Ouais. C'est les jeux de stratégie. Puis encore aujourd'hui, il joue encore beaucoup à des jeux vidéo. Il paye aussi du monde pour y jouer. Il joue plus tant que ça, là, mais oui. Les deux, mais c'est encore un gros amateur de jeux de stratégie. Voilà, fait que Civilization et Warcraft étaient ses jeux préférés. C'est pas vraiment une info utile, mais j'étais un gros nerd, fait que je pouvais pas ne pas le mentionner. Puis oui, c'est ça, on dirait que je suis pas tant surpris non plus que ce soit le genre de jeu qui l'attirait. C'est des jeux qu'il faut comme dominer le monde. Là. Mettons, j'aurais plus été surpris si on avait appris qu'il tripait sur Mario Party. Mettons, ça, c'est notre affaire, Colin puis moi. L'autre expérience marquante, à part ses premiers amis pour Elon pendant qu'il était à Queen's, ça a été son premier contact avec le monde des affaires. Quand Kimball a fini son secondaire en Afrique du Sud, il est lui aussi revenu rejoindre Elon à Toronto. On sait-tu à quel point ils sont plus jeunes que lui, sa sœur et son frère? Ils n'ont pas un gros écart d'âge. Kimball est né en 72, fait qu'un an plus tard, puis Tosca en 74, fait que 3 ans plus tard. Okay. Fait que c'est ça. Quand Kimball a fini son secondaire, il est venu rejoindre Elon. Puis il y avait un rituel. Chaque matin, ils lisaient le journal ensemble, puis ils choisissaient une personne qu'ils trouvaient intéressante, qui était mentionnée dans le journal. Puis Kimball, qui est un petit peu plus charismatique et apte socialement qu'Elon, appelait la personne pour aller dîner avec. OK. Puis mais là, attends, mais genre des entrepreneurs ou peu importe, ça peut être... Des politiciens, des entrepreneurs, ouais, exact. Okay. Puis là, je vais en profiter pour faire une petite pause pour parler de privilèges. Je le sais, vous nous écoutez, vous dites enfin 2 gars blancs qui se parlent de privilèges, ça va faire du bien. Mais, tu sais, on a beaucoup parlé à savoir si la famille Musk était riche ou pas. On a parlé un peu dans le podcast, mais en général, quand on parle d'Elon Musk, c'est souvent la question quand il était jeune, est-ce qu'il était riche? La réponse la plus honnête, en fait, c'est probablement que des fois oui, des fois non. Je pense que l'argent variait beaucoup dans sa famille. Mais c'est pas la seule forme que prend le privilège. Puis c'est un peu ça que je veux souligner, tu sais.
il appelait des dirigeants de banque, des politiciens, des hommes d'affaires pour aller dîner avec eux. Puis non seulement ces gens-là appelaient pas la police, mais ils faisaient oui, OK. Puis il paraît que ça marchait vraiment souvent. En fait, Kimball dit que ça marchait pas mal tout le temps quand il appelait quelqu'un qui allait dîner avec eux. OK. Mais tu sais, mettons, là, c'est parce que c'était deux jeunes hommes blancs éduqués. Tu sais, est-ce qu'il y aurait eu le même privilège s'il avait été issu de minorités culturelles? Oui, c'est sûr que non. Au-delà de la couleur de la peau, tu sais, c'est aussi de connaître les codes pour s'adresser à des gens d'affaires, à des politiciens, de connaître les codes sociaux, le niveau de langage à adopter. Tu sais, tout ça aussi, je pense que des fois, puis en tout cas, je vais refermer la parenthèse après parce que je suis un peu en train de faire un éditorial plus que de l'information. Mais comme des fois, le privilège prend aussi ces formes-là. Tu sais, un jeune qui a grandi dans un milieu super pauvre, qui n'a jamais rencontré de gens d'affaires, qui n'aura pas accès à ces gens-là qui vont potentiellement te parrainer ou te prendre sous leur aile. Puis il saura même pas comment leur parler, en fait. Tu sais, même si ce jeune-là décide d'appeler un dirigeant de banque, il n'y a pas le niveau de langage, de vocabulaire approprié, probablement. Tu sais. Il faut qu'il l'apprenne ailleurs parce que ça fait pas partie de son monde. Contrairement à Elon Musk, malgré que son père est un fou furieux, que c'est un homme d'affaires, puis un politicien, tu sais. Fait que, voilà, je referme ma parenthèse éditoriale, mais je voulais juste dire qu'au-delà de l'argent, il y a d'autres formes de privilèges. Mais c'est quand même, c'est quand même intense et de un, ballsy et aussi c'est un drôle d'intérêt. Tu sais, moi, à 18 ans, j'aurais tellement pas voulu aller dîner avec un dirigeant de banque. Genre. Avec genre un banquier. Ça n'a aucun sens. Mais ça a fonctionné. Un matin, ils ont appelé Peter Nicholson, qui était en charge de la stratégie à la Banque Scotia. Donc, c'était un cadre haut placé à la Banque Scotia. Nicholson a invité les deux frères à dîner après leur appel. Puis il a été impressionné par Elon parce que Elon, il parlait de physique puis de philosophie. Puis il était comme, j'ai quand même pas souvent vu des jeunes de 19 ans qui m'invitent à dîner puis qui me parlent de philosophie puis de physique quantique puis tout ça. Donc, il a offert une job d'été aux deux frères. Puis il a pris Elon particulièrement sous son aile et l'a engagé dans son équipe de 3 personnes pour l'été. Fait qu'ils ont vraiment développé une relation privilégiée. En fait, tellement privilégié que Elon est allé à un party avec la fille de Nicholson, à un moment donné, qui s'appelait Christy. Et la première affaire qu'il a demandé... Le premier party de sa vie où il était avec des gens à pas une distance de 10 pieds. Puis la première chose qu'il a dit à Christy, c'est « Des fois, est-ce que tu penses aux autos électriques? » C'est elle qui a raconté ça. Ça feel vraiment comme du myth-making. Là, la première affaire qu'il m'a fait, qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a parlé d'auto-électrique. Ça vient de lui, en fait. Okay. Fait que c'est probablement du myth-making. Je pense, probablement que c'est plus ou moins vrai qu'il en a parlé tôt dans la conversation. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé puis il a fait que c'est quoi le livre que t'as amené, toi, pour le party? C'est ça la vraie question qu'il a demandé. Mais même si c'est du myth-making, je trouve que ça en dit long qu'il trouve ça intéressant de dire que la première chose qu'il a demandé, c'est toi, est-ce que tu penses aux autos électriques? Et je vais en profiter avant de continuer à parler des débuts dans le monde adulte d'Elon Musk. On parle de sa fameuse date d'auto électrique. Je propose qu'on fasse une petite parenthèse pour parler des amours d'Elon Musk au fil de sa vie. Des amours ou juste des utérus qu'il a utilisés, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Je sais pas à quel point c'est un romantique non plus, là. Je sais qu'il veut se reproduire à fond, mais... On dirait que c'est la façon la plus dégueulasse que j'ai jamais entendu décrire une relation. Les utérus qu'il a utilisés. Oui, bravo, Colin. Je suis super mal à l'aise. Il y a eu plusieurs longues relations. Il y a absolument, tu sais, clairement... eu aussi juste des aventures avec des femmes et grand bien lui en face, là. Je pense pas que c'est pas de quoi je dénonce. Ça, on les connaît moins, évidemment, mais on lui connaît quelques relations amoureuses qui ont duré quand même longtemps. En fait, je vais faire un petit topo. Je pense que ça va donner une meilleure idée du genre de personne que Elon Musk est. Et on va un peu sauter au travers de la chronologie. Donc, je vais vraiment parler de toutes ces blondes, autant de ses premières universités que les plus récentes, là, Grimes et compagnie. Fait qu'on va un peu faire des sauts dans le temps. Mais on fait une petite parenthèse. T'es prêt, Colin? On embarque là-dedans. Yes. Et ouvre ton cœur de romantique. Section Amour. Alors, le premier amour sérieux qu'on connaît à Elon Musk, c'est pas Christy Nicholson, même s'il a parlé d'auto électrique, ça n'a pas fonctionné, ils ont pas sorti ensemble. Son premier vrai amour, ça a été Justin Wilson, qui est une autrice canadienne, une romancière, qu'il a rencontré à Queens lors d'un party. Pour leur première date, il l'a invité à manger un cornet de crème glacée, mais quand il est allé la chercher à sa chambre, elle n'était pas là. Fait qu'il a demandé à son ami, c'est quoi sa saveur préférée de crème glacée. Pour l'info, si jamais vous voulez creuser Justin Wilson, c'était vanille, pépite de chocolat. Fait qu'il est allé acheter un cornet, puis il a fait le tour de l'université jusqu'à temps qu'il trouvait où. Il l'a trouvé à la bibliothèque, en train d'étudier. Elle a trouvé ça quand même charmant qu'il avait été si persévérant. Fait qu'ils sont restés en contact. Même si c'était un petit peu fondu quand c'était clairement un peu fondu.
Ils sont restés en contact, même après qu'il ait quitté l'Université Queen's, parce qu'il n'est pas resté, spoiler, là, il n'est pas resté jusqu'à la fin de son bac à Queen's. Ils sont restés en contact, puis à la fin des années 90, il l'a invité à le suivre en Californie. Puis c'est là qu'ils ont commencé plus à vraiment sortir ensemble et tout le monde la détestait. Apparemment qu'elle était bougonneuse à un point où les amis de Musk voulaient pas aller chez eux parce qu'elle la trouvait insupportable. OK. Son frère Kimball était pas capable de l'endurer. Puis quand Elon a demandé à sa mère ce qu'elle pensait de Justin, elle lui a dit elle a aucune qualité pour se racheter. OK. Mais Elon Musk, s'il y a une chose qu'il a dans la vie, c'est le drame. Fait qu'il l'a demandé en mariage. Puis la réaction de son entourage est malade. Quand Kimball a su qu'il avait demandé Justin en mariage, il a organisé une intervention. Mais il faut qu'on l'arrête. Tu sais, quand ta belle famille te déteste tellement qu'il organise une intervention. Ça n'a pas marché, ils sont mariés quand même. Le soir du mariage, Elon et Justine dansaient, et Justine dansaient et s'embrassaient. Puis pendant la danse, Elon s'est penché et lui a chuté à l'oreille « Je suis l'alpha dans cette relation. » Mais voyons, OK. Ce qui donne une bonne idée de leur dynamique de couple. Puis, je vais donner le point à l'entourage de Musk. Il avait raison de ne pas être chaud à l'idée de ce mariage-là. Kimball raconte que leur chicane était tellement violente qu'il a dû prendre ses distances du couple. Puis là, ça vient du gars. Tu sais, gardez en tête que Kimball et Elon se battent souvent au poing. Comme même dans leur vie adulte, dans leur compagnie, ils se battaient à coups de poing dans les bureaux des fois quand ils étaient en désaccord. OK. Mais ils trouvaient que ces chicanes avec Justine étaient trop intenses. OK. Puis on le sait-tu s'il y avait de la violence physique entre eux ou c'est pas clair, genre? Je pense qu'elle était vraiment plus verbale et psychologique de ce que j'ai compris. Et probablement des deux côtés, là, je veux pas que je tiens à défendre Elon Musk, mais tu sais, mon point, c'est je sais pas d'en peindre le portrait d'un homme. Il y a personne qui a dit que c'était abusif nécessairement. C'était probablement abusif des deux côtés, là, de ce qu'on comprend. Justine, pour sa part, dit quand elle a rencontré Errol, le père d'Elon, elle a compris le tempérament de son mari. Il la traitait souvent d'idiote et de moron. J'ai eu de la misère à traduire ce mot-là. Moron, mais ça n'a pas la même force en français puis en anglais. Tu sais, on féminise pas moron, en tout cas, mais il a traité d'idiote et de moron et il disait que s'il était son employé, il l'aurait renvoyé. Puis il a dit quand elle a rencontré Errol, elle a fait « Ah, ça vient de lui, tous ces mots-là. » Il utilisait exactement les mêmes insultes pour l'attaquer, tu sais. Puis pour montrer le genre de relation qu'il avait, même si elle était autrice, Elon n'a jamais lu aucun de ses livres. OK, puis elle publiait déjà quand ils ont été... Pendant leur mariage, elle publiait, puis il n'a pas lu... C'est vraiment... Ils ont été mariés 8 ans, ils ont eu 6 enfants ensemble, et il n'a jamais lu aucun de ses livres. OK, mais c'est vraiment... Faut vraiment pas s'intéresser à l'autre personne. Ou c'est un statement, justement, de... C'est vraiment fou, ça. Okay. Ouais, vraiment, je comprends pas la psychologie de ça. Tu sais, comme tu dis, c'est-tu du désintérêt ou c'est comme non, mais c'est mes affaires qui sont importantes. Ouais. Mais je trouve ça cauchemardesque. Ouais, c'est quand même gros. Puis de toute façon, c'est ça. Avec les années, Musk se plongeait de plus en plus dans son travail, puis Justine est devenue de plus en plus insatisfaite dans son mariage. Elle était en dépression, en fait, carrément, puis constamment en colère. Ce qui explique pendant leur chicane, un de ses symptômes, elle, de dépression, ça se traduisait beaucoup en colère. Puis elle a aussi un TDA, un trouble de déficit d'attention, puis elle avait une prescription d'Adderall à l'époque. Puis Elon a décidé que c'était en cause de ça qu'elle était de mauvaise humeur. Fait qu'il se promenait dans la maison puis il jetait les pilules. Fait qu'il fallait qu'elle les cache parce qu'il passait son temps à acheter ses pilules d'Adderall. Ce qui est quand même super malsain comme dynamique de couple. Donc, lui, c'est ça, l'explication de leur problème de relation pour Musk à l'époque, c'était l'Adderall, mais Justine avait une autre explication. Elle dit que Elon Musk n'a aucune empathie. Même quand elle essayait de lui expliquer le concept de l'empathie, il y avait de la misère à comprendre. Puis essayer de dire non, mais moi, mon sens de l'analyse me permet de comprendre les gens, fait que j'ai pas besoin d'empathie. Ben, je suis capable d'analyser et de les comprendre sans avoir d'empathie. Tu sais. Sans me sentir comme eux, je suis capable de faire. C'est ça, moi, j'ai dépassé le besoin de l'empathie, parce que je suis capable intellectuellement, rationnellement de comprendre les gens. Tu sais. Fait que pour elle, c'était le plus gros obstacle dans leur relation. C'était assez difficile à. C'était assez difficile à passer par-dessus. C'est assez dur à surmonter, ouais. Donc, ils se sont divorcés au printemps 2008, mais vite, Elon Musk a trouvé quelqu'un d'autre. En juillet, il était à Londres pour faire une présentation. Puis un matin, il s'est réveillé avec des gros maux d'estomac. Il est allé à l'hôpital, en fait, pour consulter parce qu'il avait des énormes maux d'estomac. Puis c'était des symptômes de crise d'anxiété. En fait, il faisait une crise de panique. Donc, son ami l'a amené dans un bar à Londres pour lui changer les idées. Et c'est là qu'il a fait la rencontre de son deuxième amour, Tallulah Riley. À ce moment-là, il avait 37 ans et elle en avait 22.
Donc, quand même une bonne différence d'âge. Il y a un peu de jugement dans ma phrase, là, mais honnêtement, on dirait quand même que c'est la femme de sa vie. Fait je vais essayer de passer par-dessus la différence d'âge. Ça a été un coup de foudre. Tallulah et lui, ils ont passé les 3 jours suivants ensemble comme un couple, puis l'a invité à venir le voir à Los Angeles dès qu'elle aurait le temps. Ça a pris quelques jours, mais elle est venue le rejoindre, puis on passé la semaine ensemble. À la fin de son séjour, il l'a demandé en mariage. Donc, il la demande en mariage rapide. Puis là, tu sais, je rappelle, on est allé. Es-tu divorcé? Puis es-tu divorcé de sa première femme ou même pas encore? Au printemps. Ils sont divorcés au printemps, puis là, on est en juillet, puis il vient de faire une demande en mariage. Ouais. Il a rebondi quand même vite. Il n'y avait pas de bague sur lui, mais il a proposé de régler ça avec une poignée de main. Fair enough, ça compte. Elle a dit oui. Ça faisait à peu près 2 semaines qu'ils se connaissaient, puis son divorce n'était même pas encore public. Fait que ça allait très, très vite. Elon Musk, c'est un peu un weirdo, on se mentira pas, mais probablement qu'elle aussi, quand même un peu. Pendant leur semaine ensemble, ils sont allés se baigner un moment donné, puis elle lui a dit « Hey, c'est bizarre, hein? Ça fait juste 2 semaines qu'on se connaît, puis on est déjà fiancés. On dirait qu'en même temps, j'ai confiance que ça va bien se passer. C'est quoi le pire qui pourrait arriver? » Puis il l'a regardé, puis il a dit « Un de nous deux pourrait mourir. » Puis ça, elle a trouvé ça très romantique. Okay. Ça l'a charmé, oui. Il s'était trouvé. Cette fois-là aussi, l'entourage d'Elon était plus enthousiasmé par son mariage qu'avec Justine. Mais il lui a donné sa bénédiction, Kimball aussi, mais quand il me dit à Elon, attendons une couple d'années avant de te marier. Tu sais. Puis Elon l'a écouté pour une fois parce qu'ils sont mariés littéralement 2 ans plus tard. Puis Tallulah, qui était une comédienne, a pratiquement abandonné sa carrière à ce moment-là pour venir le rejoindre en Californie. Tu sais, elle jouait dans des séries, des films. Elle avait déjà une carrière en Grande-Bretagne. Une carrière au Royaume-Uni, exactement. Qui allait assez bien quand même là, pour une jeune actrice. Puis elle a abandonné ça en fait pour venir le rejoindre. Puis quand je dis que c'est peut-être bien la femme de sa vie, c'est que contrairement à sa relation avec Justine, tu sais, où les deux avaient l'air à carburer au drame, apparemment que Riley était très calme et compréhensive, ce qui changeait complètement la dynamique qu'il avait connue jusque-là. Elle parle de lui en disant que pour le meilleur et pour le pire, c'est un enfant. Elle dit qu'à son meilleur, il est joyeux comme un enfant, il va ricaner. Elle dit, des fois, on allait au cinéma puis il riait tellement qu'il se roulait par terre en se tenant le ventre, ce que moi, je trouve complètement creepy, mais elle a trouvé ça cute. Mais elle dit que c'est aussi un enfant pour le pire, dans le sens qu'il est encore l'enfant traumatisé par son père. Puis même aujourd'hui, ils sont toujours en contact. Là. Elle dit qu'elle a écouté pendant des nuits de temps raconter des traumatismes infligés par son père. Puis qu'il racontait ça un peu comme s'il était dans une transe. Là. C'est même pas comme s'il y avait une discussion. Il faisait juste un peu de débobiner ses traumatismes. Il sort, diarrhée verbale. Oui, exact. T'sais. Fait que c'était super weird. Puis elle dit qu'elle est encore... qu'elle était spécialement sur le choc, en fait, quand il a dit certaines des phrases que Hera l'utilisait pour le rabaisser dans la cuisine, là, sa fameuse technique de discipline où il les obligeait à se mettre dans la cuisine pendant qu'ils insultaient parce qu'il était comme tu utilises exactement ces phrases-là pour m'insulter qu'on se chicane. Ce qui est une constante parce que Justine disait la même chose aussi. Là. Fait qu'on voit qu'il a été traumatisé profondément. Il y a des années de thérapie à faire avec ça, mais il refuse de consulter d'ailleurs. Là. De toute sa vie, il a refusé de consulter. Il refuse de consulter, oui. À un moment donné, il y a une passe qui allait vraiment mal, puis Kimball, il a dit, justement, lui, Kimball l'a consulté, puis Kimball est un peu le hippie des deux, là, il a fait des cérémonies d'ayahuasca aussi. Ayahuasca, en tout cas. Ayahuasca, oui. Puis il a dit, puis Elon était comme, non, parce que si je commence à déballer ça, ça va trop ouvrir d'affaires, là. Je peux pas. Oui, il est comme, il veut pas, je veux pas briser le seau, genre. Oui, c'est ça, exact. Je briserai pas le seau parce que c'est la boîte de Pandore si je commence à creuser, fait que je peux pas. Ce qui est quand même triste, d'ailleurs. Là. Ce qui est triste, mais qui est pas une façon, genre, c'est pas l'espèce d'affaire de boomer, de « Ah non, ça sert à rien, la thérapie ». Il est comme, je sais que j'ai des... C'est ça. Oui, c'est sais que j'ai des démons. Je sais que je pense juste que ça va être trop de travail si je commence à les ouvrir. Ouais. Et c'est triste, mais en même temps, c'est irresponsable aussi, dans la mesure où il cause beaucoup de dommages aux gens autour et à la société en général. Je pense qu'une partie vient de ces bébites-là qui sont pas réglées et il préfère faire payer le prix, je pense. Mais il se rend probablement pas compte, là, mais il fait payer le prix à tout le monde plutôt que de régler ces bébites. C'est ce qui est un peu irresponsable aussi, mais ça peut être triste et vilain à la fois, je pense, malheureusement. Pour revenir à Tallulah Riley, j'ai une anecdote que j'adore. Elle organisait des gros parties thématiques pour sa fête, à chaque année. Pour son 42e anniversaire, elle lui organisait un party à thématique Japanese Steampunk. Ce qui, évidemment, c'est complètement Elon Musk, là. Et le clou du spectacle de cette fête à thématique Japon Steampunk, c'était une démonstration de sumo. Fait qu'il y a un sumo qui est venu faire une démonstration et tout ça. Puis à la fin de la démonstration, le sumo qui pesait 350 livres invite Elon Musk en disant « Bon, est-ce que le fêté veut venir me rejoindre? On va faire un combat, tu sais. »
Mais évidemment, c'était un jeu. Là, c'était comme je vais le brasser un peu, ils vont me passer dessus, je vais faire ha 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 ha, puis je vais le tasser. Là. Mais Elon Musk a pris ça hyper au sérieux, c'est sûr. T'as tout compris. Elon Musk est habillé en samouraï d'ailleurs, parce qu'évidemment, est insulté parce qu'il était comme le sumo, il me laisse des chances. Là, puis ça l'a insulté. Puis tu sais, évidemment qu'il laissait des chances. C'est un champion de sumo de 350 livres. Puis toi, t'es un nerd de 40 ans d'exemple il a samouraï. été payé, il est là pour faire du divertissement. Là. C'est sûr que oui. Pas pour briser le crâne du fêté, tu sais. Fait que Elon, bien insulté, a décidé de tout donner ce qu'il avait puis d'essayer de faire une prise de judo. Contre toute attente, il a pris le sumo par surprise, qu'il s'attendait pas à ça, puis il a réussi à le faire tomber à terre. Mais il s'est déplacé une vertèbre dans le cou en même temps. Puis ça fait 10 ans, et Elon Musk a encore aujourd'hui des problèmes de dos et de cou en cause de cette fête-là. Même s'il a 52 ans aujourd'hui. Il y a eu 3 opérations pour réparer son cou. Puis, malgré tout, ça arrive encore que dans des réunions, il faut qu'il se couche à terre avec un ice pack parce que la douleur est insupportable à son cou. Tout ça parce qu'il est insulté que le sumo, il laissait des chances à son party de fête. Quand même. Ce qui explique quand même le genre de gars oui, tu le sais très bien. Et un petit-fils de Kiro. Un petit-fils de Kiro. On peut se rappeler aussi. Ouais. Puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a des images de cet événement-là en ligne. Ça avait été filmé. Puis il n'a pas essayé de la faire retirer comme la photo de... Il y a une photo qui a circulé beaucoup où je pense qu'il y a un katana puis il y a une espèce de long trench coat noir. Un peu la matrice. Là, oui, avec puis une il y a photo, vraiment de l'air lame. Liberté, fraternité. Oui, exactement. Bonne question. Je sais pas s'il a essayé puis c'est resté là. Mais en tout cas, il y a des images. Fait que profitez-en avant que Elon Musk les retire d'Internet. Donc voilà, c'est une parenthèse, mais je trouvais que ça représentait bien le personnage. Mais revenons à Tallulah, elle l'aimait beaucoup, assez puis organisée, j'étais dans des parties steampunk complètement cinglées, mais elle finit par cette année d'être seule à la maison parce que, tu sais... Il travaillait sans arrêt. Lui, il travaillait sans arrêt. Elle avait abandonné sa carrière pour le rejoindre, mais tu sais, toute sa vie était autour de lui et de son entourage. Puis le travail, bien évidemment, prend toute la place dans la vie d'Elon Musk, que je pense que ça va surprendre personne. D'ailleurs, son biographe, tu sais, qui l'a suivi pendant quelques années, il traite sa vie personnelle comme une distraction agaçante. Puis Tallulah dit qu'elle se retrouvait souvent super en tête-à-tête avec sa mère, parce que la mère à Elon, là, mais parce que Elon était toujours au bureau passé l'heure du souper. T'sais. Puis bon, elle s'ennuyait de la campagne britannique, de sa carrière. Puis Isaacson rajoute aussi que selon lui, Musk aime trop le drame pour qu'une relation aussi stable que celle qu'il avait avec Riley puisse perdurer. T'sais. Donc en 2012, elle a demandé le divorce, puis elle s'est pris un appartement à Santa Monica le temps que ça se règle avant de retourner au Royaume-Uni. Son plan après chance, c'est ça, c'était de retourner, de reprendre sa carrière. Donc ça a pris, après 4 mois, ils se sont rencontrés au palais de justice pour signer les papiers de divorce. Et ils se sont mis à s'embrasser devant le juge. Ils sont tombés en amour. Devant le juge? Pendant la cérémonie de divorce. Ils sont tombés en amour puis ils se sont mis à frencher. Ça, c'est quand même une bonne scène. Là. C'est quand même quelque chose. Fait que, tu sais, oui, c'était la relation la plus stable d'Elon là, avec Tallulah, mais tu sais, ça reste relatif en Puis attends, mais après, est-ce qu'ils ont recommencé une relation après? Oui. Mais il était divorcé. Oui, parce que les papiers étaient signés. Il a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a pas de sens. Les enfants s'ennuient de toi. Reviens à la maison. Fait qu'ils ils ont signé le papier de divorce. Puis ils sont retournés vivre avec. Puis eux, ils ont fait des enfants aussi, ça, on l'avait pas dit. Okay. Non, c'était ses enfants de son mariage précédent, mais était la belle-mère. Fait qu'ils sont mariés une deuxième fois en 2013, mais il a continué à travailler beaucoup. Elle est allée tourner un film en Angleterre, puis elle s'est rendue compte que finalement, ces problèmes-là se régleraient pas, même s'ils revenaient ensemble. Fait qu'elle a décidé de rester en Angleterre, puis ils sont divorcés une deuxième et dernière fois en 2015. Et cette fois-là, ils ne sont pas remariés. D'ailleurs, fun fact, Tallulah Riley, elle est toujours active. Elle a une carrière qui fonctionne assez bien. Elle s'est mariée avec, l'été passé, l'été 2024, avec Thomas Brody Sangster. C'est l'acteur qui jouait le petit gars de Liam Neeson dans Love Actually. Le petit gars blond là, qui apprenait le drum pour causer la petite fille. Là. J'ai jamais vu Love Actually. Je savais même pas que Liam Neeson jouait dans Love Actually. Mais, okay. Mais le Colin m'a dit, on se part un nouveau podcast parce qu'on fait un rewatch de Love Actually. J'adorais ce film-là quand j'étais jeune, mais c'est aussi complètement wrong. Oui, ça a l'air vraiment bizarre. Oui. Alors, mais pour ceux qui ont écouté Love Actually, qui nous écoutent, elle est mariée avec le petit gars qui voulait apprendre le drum. Okay. Et cette fois-ci, elle est la plus vieille de la relation, contrairement à sa relation avec Moscou. Elle était la plus jeune. Donc, c'était la fin de sa relation avec Tallulah, mais ils sont toujours proches. Et pourquoi ils n'ont pas eu d'enfants? Parce que je sais pas si c'était déjà, puis je suis sûr que tu vas en parler tantôt, là, je veux pas trop te devancer, mais là, en ce moment, il y a vraiment une obsession de se reproduire le plus possible. C'était-tu déjà le cas dans ce temps-là ou c'est quelque chose qui est venu plus tard? Je pense que l'obsession était
quand même un peu sous-jacente, mais était moins développée qu'elle l'est maintenant. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas eu d'enfant. Peut-être qu'elle en voulait pas. Parce à ma connaissance, elle en a toujours pas d'ailleurs. Okay. Puis là, bon, il est quand même rendu un peu plus vieille. Là. Ils se sont rencontrés en 2008, je disais. Elle avait 22 ans. Fait qu'aujourd'hui, ça fait 17 ans. Là, après, elle doit avoir 40 ou pas loin. Je pense pas qu'elle en a toujours. Fait que peut-être qu'elle en voulait pas. J'ai pas la réponse, sincèrement. Okay. Ils en ont pas parlé. Mais ça nous mène à sa prochaine relation. Un peu plus... tu sais, là, c'était sa relation au calme avec Tallulah. Là, je te dirais qu'on s'en va à l'autre extrême. Amber Heard. Il a fréquenté Amber Heard. C'est vrai, j'avais su ça, ouais. Je te dirais que c'est le 180 degrés après sa relation avec Tallulah. Ils se sont rencontrés quand elle jouait dans Machete Kills. La suite de Machete là, avec Danny Trejo. Il avait accepté d'être consultant sur le film parce qu'elle la trouvait belle. Puis il l'a amené faire une ride de Tesla, mais ça s'est arrêté là, en tout cas, autant qu'on sache, parce que il était entre ces deux relations avec Tallulah à ce moment-là. Il revenait avec, fait que, en tout cas, à moins qu'on sache qu'ils ne se sont pas fréquentés à ce moment-là. Mais ils ont repris contact après son divorce au Met Gala en 2016. C'est là qu'ils l'ont croisé. Elle venait tout juste de se divorcer avec Johnny Depp. Puis ils se sont parlé pendant la soirée. Il y a eu des flamèches. Ils ont commencé à se fréquenter de plus en plus sérieusement au fil des mois. Et là, j'ai une anecdote qui m'écoeure complètement, mais que j'avais pas le choix de partager. Au début de leur relation, il a dit qu'elle ressemblait à Mercy, son personnage préféré dans le jeu vidéo Overwatch. Je sais que t'es pas un gros gamer, en tout cas pas de Overwatch, mais tu vois, tu sais qui Mercy? Non, absolument pas. Mercy, dans le fond, c'est une ange blonde avec des gros seins dans un costume super moulant. OK. Fait qu'évidemment, il trouvait qu'elle y ressemblait. Puis elle, en réponse à ça, elle a passé 2 mois à dessiner puis à faire fabriquer un costume de Mercy sur mesure pour qu'ils puissent faire du roleplay ensemble. Fait que... C'est quand même c'est un peu weird, mais c'est une grosse attention. Là. Oui, mais... Pour un début de relation, en plus, je vais passer 2 mois à me designer un truc de costume, mais oui, quand même. Mais ouais, voilà. Fait que je suis désolé d'imposer cette image à tout le monde, mais il y a une probabilité de 100% que Musk et Heard ont fait du roleplay d'Overwatch au lit. Bonne chance avec ça. Mais le problème, malgré que c'était cute qu'elle se fasse un costume pour lui et qu'elle suive dans ses intérêts, j'ai des doutes que c'est une grosse gameuse, Amber Heard ou d'Overwatch, en tout cas. Leur relation est apparemment hyper toxique. L'entourage de Musk, on la déteste encore plus que Justine. C'est la première, OK, oui. C'est quand même quelque chose. C'est pas peu dire. Un de ses proches d'Elon Musk, qui parlait anonymement, a dit « Elle est comme le Joker dans Batman. Elle a pas d'autre objectif que créer le chaos. » Ce qui est quand même une sale description. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est quand même quelque chose. Leur chicane durait toute la nuit, puis elle inventait des affaires apparemment, genre « Elon a volé mon passeport pour pas que je me sauve. » Même si son passeport était sur elle puis qu'Elon n'était pas là. OK. Très malade, parce que j'étais comme, tu sais, dans n'importe quel autre cas, j'aurais fait, évidemment, le milliardaire est un mari abusif. Ouais. Mais dans son cas, c'était comme, elle allait voir la famille et Elon était dans une autre ville puis elle avait son passeport sur elle. Oui, ça se tenait pas du tout, genre, OK. Ils se sont officiellement laissés à la fin de 2017. Puis ils ont commencé à dater officiellement en 2016. Fait que ça a duré à peu près un an et demi. Puis leur relation a apparemment laissé Elon Musk dans un état pitoyable. Il y avait aussi des problèmes avec son père dans la même période là, dont je vais vous parler plus tard. Puis de son propre aveu, en fait, au début de 2018, Elon était probablement dans une dépression assez sévère à cause de tout ça en même temps. Mais heureusement pour lui, 2018, c'est aussi l'année où l'amour a croisé son chemin une nouvelle fois. Parce qu'il a rencontré... Grimes. Ils ont-tu bandé, entre autres, parce que les deux ont vécu à Montréal, genre? Non, ils n'ont pas... Okay. De ma connaissance, ils ne mentionnent pas beaucoup Montréal dans leur histoire. Mais je vais t'avouer, en ce moment, j'étais un peu excité de parler de l'histoire-là parce que c'est une histoire que j'avais le plus hâte de raconter dans le podcast. L'histoire de leur rencontre, c'est l'affaire la plus Grimes/Elon Musk que tu peux imaginer, là. Comment ils se sont rencontrés? OK, Elon était sur Twitter, puis il cherchait une image du basilic de Rocco. Le basilic de Rocco, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. J'en ai entendu parler dans un podcast dernièrement. C'est une espèce d'affaire un peu avec le AGI qui est comme... C'est une affaire par rapport à... Genre, tout va s'écrouler, puis il faut préparer... Je l'explique super mal, mais c'est une affaire d'apocalypse d'intelligence artificielle, un peu. Oui, t'es assez proche. C'est un exercice de pensée, en fait, pour le monde qui se soucie de la montée de l'intelligence artificielle. Puis dans le fond, c'est comme il s'imagine s'il y avait une intelligence artificielle bienveillante, mais qui menaçait de torturer les gens qui ne l'ont pas aidé à se développer puis à prendre le contrôle, mettons. Fait que cette intelligence-là qui pourrait potentiellement punir les gens qui n'ont pas aidé à son développement, c'est le basilic de Rocco. Fait que c'est comme une espèce d'exercice de pensée pour les gens qui philosophent là-dessus. Fait que lui, il voulait faire
il cherchait une image parce qu'il voulait faire une super bonne blague sur Twitter. Il voulait faire un meme, genre. Il voulait faire une joke de Rococo, basilic de Rocco. C'est un jeu de mots de ça, là, tu sais. Fait qu'il cherchait une image du basilic, puis il est tombé sur un clip de Grimes où elle avait intégré le basilic de Rocco dans une de ses tunes, que je t'allais écouter d'ailleurs, qui est vraiment... J'ai oublié c'est quoi le nom de la tune, mais c'était quand même vraiment ordinaire, là. J'haïs pas la musique de Grimes, ben, je l'écoute pas beaucoup. En fait, elle a eu une super bonne période, puis plein d'affaires c'est correct, très inégales après. Mais anyway. Donc, il a slidé dans ses DM, puis l'a invité à venir le voir à son usine Tesla. Puis, OK. Leur première date, là, c'est qu'elle a passé la nuit à le suivre dans l'usine pendant qu'il travaillait. OK. OK, puis il travaillait, il faisait pas un tour, genre, il travaillait pendant ce temps-là. Techniquement, c'était un tour, sauf qu'il réglait des problèmes. Fait que littéralement, toute la nuit, c'était juste comme, hey, cette affaire-là, c'est pas assez rapide, ajuster le bras, il est pas assez précis, blablabla. Fait que ça a été ça toute la nuit. C'est fou, mais attends, puis là, je fais juste une petite parenthèse. Tu sais, tu dis justement, tantôt, tu disais, sa vie personnelle, c'était comme des distractions pour son travail. C'est surprenant qu'il aime autant les relations hyper dramatiques parce que c'est quelque chose qui te prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Tu sais, il aurait peut-être pu rester avec sa deuxième femme, que les trucs étaient plus simples puis t'as plus de temps pour travailler, mais on va le voir, tu sais, qu'on va continuer à voir un peu la vie d'Elon Musk là, de façon plus chronologique, mais il carbure au drame, en fait. Puis quand c'est calme, il s'invente des drames. Okay, ouais. Dans sa vie professionnelle, mais je pense qu'il est pareil, en fait, dans sa vie personnelle. Il a tellement été... Regarde, là, je vais faire de la psychopop à 5 scènes. Là. Il a tellement été traumatisé qu'il faut, c'est ça, il faut exact, je pense que c'est le seul état qu'il connaît. Ouais. Je pense que quand il était enfant, c'était une crise traumatisante constante. Fait que je pense que c'est la seule chose qu'il connaît et ça laisse trop les émotions remonter quand c'est calme. Ouais. Il faut qu'il soit dans un état de crise constant. Sinon, ben, ses démons le rattrapent. Je comprends. Okay. C'est mon hypothèse de psychopop à 5 scènes. Ça semi-tient, oui. Mais oui, fait que la visite de l'usine toute la nuit, elle a trouvé ça le fun apparemment parce que elle a accepté son invitation à aller souper le lendemain. Il l'a embarqué dans une Tesla, évidemment. Et pour lui montrer les prouesses de son char, là, tu sais, l'autopilot n'était pas tout à fait développé en 2018. Là. Je pense qu'il est toujours pas au point, en fait, de ce que j'en prends. Il est encore moins il y a 7 ans, tu sais. Il a accéléré, il s'est mis devant les mains devant les yeux, puis il a laissé le char se conduire toute seule sur l'autoroute à LA. OK, ouais. Elle a trouvé ça super cool. Après ça, son arrivé au resto, elle l'a comparé à Gandalf. Elle a dit, t'es comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Puis là, il a fait, ah ouais? Il a fait un quiz pour voir si c'était une vraie fan du Seigneur des Anneaux, puis c'était pas une fausse fan. Oui, non, OK, t'aimes ça le Seigneur des Anneaux? Nomme-moi 3 cousins de Frodon. Nomme-moi 3 tonnes de Gandalf. Mais visiblement, elle a trouvé tout ça super charmant parce qu'elle lui a donné un cadeau qu'elle avait amené, une boîte pleine d'ossements d'animaux. Elle y avait amené? Elle avait amené une boîte pleine d'ossements. On dirait qu'ils s'overbid en affaires weird l'un après l'autre. Ils ont gravé les initiales sur le mur dans le resto puis sont retournés chez eux, chez Elon, écouter des podcasts sur l'histoire. Fait que ça, c'est la rencontre de Grimes et Elon Musk. Ça, c'est leur deuxième date, quand même. Les gens autour de moi se disent elle a le même genre d'énergie chaotique qu'Amber Heard, mais sans la mesquinerie que l'entourage de Musk attribue à et comme chaotic neutral au lieu de... En fait, mon Dieu, t'es tombé direct dessus. Elle a dit à Isaacson dans sa biographie, mon alignement Donjon Dragon, ça serait chaotic good. Amber est probablement chaotic evil. Elon est attiré par le chaotic evil. Ça vient de son père, comment il a été élevé. Vite, il retombe dans son pattern d'être maltraité. Fait qu'elle a la même analyse que toi. Elle pense que chaotic good puis qu'Amber est chaotic evil. En fait, elle est allée plus loin dans son analyse de la personnalité d'Elon Musk. Puis je trouve ça quand même intéressant. Elle a raconté tout ça à Isaacson parce qu'elle dit tout. Mais tu sais, elle a quand même eu une relation privilégiée avec lui, un accès que peu de gens ont eu. Puis elle a dit... c'est pas juste... dire même par rapport à ses autres femmes ou juste elle a eu un accès privilégié parce qu'ils étaient intimes ensemble? Parce qu'ils étaient intimes, mais possiblement aussi... C'est dur à dire. Là. Je pense que sa première femme, il était plus normal. Il n'était pas encore l'homme le plus riche de la planète et tout ça et tout ça. Tu sais, elle l'a connu comme une période vraiment charnière aussi dans la vie d'Elon Musk, où il est en train de devenir l'homme le plus riche de la Terre. C'était juste avant la pandémie et un peu pendant la pandémie. Ils ont eu beaucoup d'enfants ensemble, des enfants super médiatisés. Je pense qu'elle l'a vécu du moins différemment. Je sais pas si c'est plus profond ou moins que Taylor O'Reilly, là, mais vraiment différent. En tout cas, il était encore un peu normal-ish là, jusque-là. Et à partir de Grimes, c'est vraiment le Elon Musk où on l'a senti dans l'opinion publique basculer aussi, là, qui devenait un peu le fou furieux. Donc, c'est ça, l'analyse de Grimes, elle dit que Elon, c'est pas juste qu'il est autiste, c'est qu'il y a plusieurs personnalités. Encore là, je veux être clair, c'est pas des diagnostics, là, ça vient de... Elle non plus est pas psychiatre. Elle non plus est pas psychiatre. Là. Elle dit, quand t'es ensemble, je m'assure d'être avec le bon Elon.
il y a des gars dans sa tête qui m'aiment pas et que j'aime pas non plus. Le Elon qu'elle aime le moins, c'est lui qu'elle appelle Demon Mode. C'est quand il devient soudainement super motivé, mais aussi extrêmement agressif et méchant avec les gens autour de lui. Puis Isaacson, je pense pas qu'il aurait appelé ça Demon Mode lui-même. Non, c'est clair que ça sonne très Grimes, là. Mais il dit qu'il l'a souvent vu, en effet, tomber en Demon Mode. Okay. Souvent au travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Des moments où, dans une réunion, il y a une flip qui switch et soudainement, tout le monde va perdre sa job et tout le monde va se faire humilier publiquement. Il dit, ça arrive et tu vois clairement la lueur changer dans ses yeux et il y a comme une switch qui flippe, tu sais. Okay. Fait que je pense pas qu'il aurait choisi le mot Demon Mode pour décrire ça, mais il dit, en effet, ce qu'elle décrit, je l'ai observé souvent, tu sais. Puis il y avait clairement une dynamique particulière entre Grimes et Elon Musk. Il y a des moments apparemment où il demandait à Grimes de l'humilier en le traitant de gros, que c'était comme un kink avec. Mais c'est ça, dans des moments intimes, genre, des moments dans des contextes sexuels ou devant du monde? Je pense que c'était plus dans l'intimité. Okay. Mais qu'il demandait de le traiter de gros. Puis il s'enfermait pendant des heures à leur roulotte à Burning Man parce que Elon Musk... ça me surprend pas il de 2 adore secondes. Burning Man. Ah ouais, il adore Burning Man. Apparemment qu'il s'enfermait pendant des heures pour chicaner. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Mais le moment où ils sont officiellement laissés n'est pas super clair. On sait qu'ils sont semi-séparés en 2021. En janvier 2022, elle disait « c'est mon chum, mais notre statut est fluide de couple ». En septembre 2023, ils ont eu un autre enfant, mais ils n'étaient plus ensemble. Puis il y a eu un enfant qu'ils ont eu aussi par, je sais plus si c'était in vitro ou quoi que ce soit, mais il y a un enfant qu'ils n'ont pas eu par relation traditionnelle aussi. En là. fait, tous leurs enfants sauf le premier. Okay, c'était en fécondation in vitro. Ça, je vais y revenir plus tard. On va avoir un chapitre dans quelques épisodes au complet sur ces enfants. Mais oui, ça a été en effet par fécondation in vitro. Donc, on ne sait pas exactement quand ils sont vraiment laissés officiellement. Peut-être qu'eux-mêmes ne le savent pas. Là. Des fois, les ruptures, c'est pas aussi clair qu'on s'est laissé le 11 février à 14h03. Là, donc, mais voilà. Fait on sait qu'aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Officiellement, ça sort en ce moment avec le DJ Anima, du moins depuis... au moment où on enregistre, ça sort avec le DJ Anima depuis mars 2024. Mais était quand même là pour les célébrations d'inauguration de Trump au début de l'année. Fait que sous l'invitation d'Elon Musk. Parce que dernièrement, ça, je suis surpris parce que dernièrement, il y avait les trucs elle écrivait sur X, des trucs publics de hey, fais-moi des réponses par rapport à l'état de santé de notre enfant. Parce que fait que je pensais qu'il était en très mauvais termes. Il était en bon terme, mais je pense que ça s'est un peu envenimé. En février 2025, elle s'est bien interpellée Musk directement sur X pour lui demander de s'occuper de l'urgence médicale d'un de leurs enfants, ce qu'on vient de dire. On ne sait pas lequel. On se doute que c'est pas XH812, on va y revenir, parce que... Qui est leur premier enfant. Oui, puis c'est lui qui est toujours avec Elon Musk, c'est lui qui chicanait Trump devant les caméras. Ben, c'est lui qui est le bouclier humain. Le bouclier humain, exact, c'est X. Fait qu'on se doute que c'est probablement pas X, parce qu'il est toujours avec Elon et pas vraiment avec Grimes. Mais ouais, elle lui a demandé de s'occuper de la crise médicale de leur enfant, parce qu'apparemment, il retourne pas ses appels. Puis c'est pas la première fois que la famille... de Grimes, la famille Boucher, c'est Claire Boucher son nom, là, interpelle Elon Musk sur X. La mère de Grimes, en juillet 2024, donc l'été dernier, elle lui a écrit publiquement sur X pour le supplier de laisser leurs enfants aller visiter sa mère, donc la grand-mère de Grimes, qui était sur son lit de mort parce qu'elle était comme elle voudrait voir ses petits-enfants la dernière fois avant de mourir. Il a fallu qu'elle supplie publiquement sur X. Donc, tu sais, on voit que les relations sont devenues plus tendues. Mais l'exemple le plus intense, c'est la bataille en fait que Grimes et Elon ont mené pour la garde de leurs 3 enfants. Donc, ils ont 3 enfants, X, H et 12, Exodark Siderael et Technomechanicus. C'est Technomechanicus, le nom qui a le moins de bon sens, mais oui. Ouais, là, je sais, c'est dur de nommer ces noms-là puis de pas en parler davantage, mais je promets, surveiller les prochains épisodes. Oui, on va aller plus en détail chacun des enfants. Mais là, je pense. Je me moque pas des enfants, je me moque juste des choix de noms de parents. C'est pas de leur faute. Technomechanicus. Ça peut même pas être un personnage dans un animé tellement c'est ridicule. Fait que c'est ça, en novembre 2024, Grimes a tweeté, ou je sais pas si on dit Xé maintenant, en tout cas, elle a pu poster sur X que Musk a utilisé ses photos Instagram, ses photos de modeling pour tenter de lui retirer la garde en cours, en plus de lui interdire de voir ses enfants pendant 5 mois. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il le prend en slut-shaming en disant qu'elle prenait des photos sexy et qu'elle était donc pas une bonne mère. Elle a également dit dans le même tweet qu'elle a dû l'affronter en ayant une fraction de ses ressources et de son QI. Ce qui en dit quand même long, je trouve, sur leur relation, parce que même dans une chicane de garde... Un homme qui est pas aussi intelligent que lui. Oui, exact. Ce qui est quand même malade, je trouve. Oui. Oui, c'est ça en dit long sur le rapport qu'il entretient avec les gens autour de lui. Il faut que tout le monde me considère comme un génie dans mon entourage. Tu sais. On ne sait pas vraiment comment le conflit s'est réglé. Ça s'est réglé hors cours. Puis ça n'a pas été déclaré publiquement pour la garde des enfants. C'était quoi l'entente qu'ils ont pris.
je peux pas juger si l'équipe de Musk avait des bonnes raisons non plus de s'opposer à ce que Grimes voit ses enfants. Les photos Instagram, ça me semble pas une bonne raison, mais Grimes ne semble pas non plus la personne la plus stable. Non, mais si j'avais, du peu que je connais les deux, si j'avais à choisir, elle me semble un parent plus apte, mais oui. Oui, c'est ça. C'est quand même la femme qui a amené des ossements d'animaux à une première date. Là. Fait que je pense peut-être qu'aucun de leurs parents est stable. Je pense que c'est peut-être ça l'hypothèse la plus probable. Voilà, donc Grimes, c'est la dernière relation sérieuse qu'on connaît à Elon Musk. Oui, il y a eu d'autres enfants, on va y revenir avec d'autres femmes, mais c'était pas dans le cadre de relations amoureuses. Mais je promets... C'était strictement... d'où mon point tantôt de... Ça c'était l'utilisation d'utérus, genre. Exact. Ouais, OK, on en parlera dans... On va en parler plus tard. Il y a eu d'autres enfants, d'autres relations, mais c'était purement reproductif, du moins qu'on sache. Mais gardez ça en tête, je vous promets, ça va être bien juicy. C'était la section Amour. Donc, avant notre longue parenthèse romantique dans la vie d'Elon Musk, il s'était trouvé un stage avec Peter Nicholson à la Banque Scotia. Il était allé d'ailleurs à un party avec sa fille pour lui demander sa pense aux autos électriques. Donc, c'est ça, il a fait son stage à la Banque Scotia à Toronto. Et de son stage, il a retenu 2 affaires. Les banques sont stupides et j'aime pas ça avoir un patron. OK. Mais je suis d'accord avec les 2 points, personnellement. Oui, je peux comprendre. Écoute, je relate. Elon Musk sont plus relatable. Je vais t'épargner les détails là, du stage parce que honnêtement, c'est un peu emmerdant. On s'en fout un peu ce qu'il faisait. Mais il était pas exceptionnel. Genre, c'est pas une affaire de tout le monde était comme ah wow. Non, il était intelligent, il était bon, tu sais, puis il était jeune aussi. Là, il avait 19 ans. Mais il y a une histoire quand même, je pense, qui résume bien déjà l'adulte qu'elle allait devenir. Là. C'est ça, je te parle des détails, mais il pensait qu'il avait trouvé un moyen pour la Banque Scotia de faire un coup d'argent en rachetant des dettes latino-américaines. Dans le fond, c'était des dettes qui étaient garanties par le gouvernement. Et il pensait qu'il avait là l'opportunité de faire un gros profit pour la banque. Fait qu'il a présenté sa découverte, puis les dirigeants de la banque ont fait « Non, on n'embarque pas là-dedans ». Fait que la conclusion qu'il en a tirée à 19 ans, c'est que tous les banquiers, c'est des idiots. C'était pas exactement la conclusion que Nicholson en tirait. Il dit c'est plus compliqué que ça. Là, la Banque Scotia, à l'époque, avait déjà beaucoup de dettes latino-américaines. Fallait qu'on diversifie le portefeuille. Il y avait un raisonnement vraiment logique de la banque, vraiment moins idiot qu'Elon pense, mais il y avait 19 ans, puis il y avait l'arrogance d'un jeune de 19 ans. Là. Ce que je peux comprendre, on pense tous à notre premier job qu'on est des génies, qu'on a compris la patente et que nos boss boomers sont des imbéciles. Là, oui. On est beaucoup à avoir ce trait de caractère-là à 19 ans, surtout si on est un peu opiniâtre. T'sais. Mais pour Elon Musk, ça a été un peu... ça venait de semer la graine, en fait, de ce qu'allait devenir... c'est la première compagnie qui l'a rendu vraiment riche, PayPal. On va y revenir plus tard, mais déjà, la graine commençait à germer à ce moment-là, à partir de ce stage-là. L'autre leçon qu'il a tirée de son stage, c'est qu'il n'aimait pas avoir de patron. En fait, c'est un trait de caractère, là, tu vas le voir qu'il l'a suivi tout le long de sa carrière. Même s'il n'y a quasiment jamais eu d'autres patrons, il s'est tout le temps rangé pour ne pas répondre à aucune autorité. Puis la raison, au-delà de ne pas aimer l'autorité, c'est qu'il n'aime pas ça prendre pour acquis que quelqu'un puisse en savoir plus que lui. Pour lui, de se dire « t'es mon boss, t'as plus d'expérience, fait que tu sais plus que moi », c'est inacceptable comme conclusion. Il y a un bon ego. En fait, il reconnaît presque... Oui, puis c'est pas une espèce de philosophie de faut qu'on discute ensemble puis qu'on prenne des décisions ensemble. Non. C'est juste que faut qu'il y ait quelqu'un au top, c'est juste faut pas que ça soit quelqu'un d'autre que lui. Exact, c'est ça. C'est pas une affaire de structure horizontale, là, t'inquiète. Là, c'est pas ça, là. Il rêve pas de lancer des coops, là. En fait, il reconnaît presque jamais que quelqu'un peut être plus qualifié que lui sur un sujet qui l'intéresse. Ce qui a royalement fait chier les ingénieurs de Twitter quand il a acheté à l'entreprise, mais on va en parler plus tard. C'est en train de devenir mon catchphrase, on va y revenir plus tard. Puis là, j'ai une grande nouvelle. C'est le moment de l'histoire où Elon Musk quitte le Canada et s'en va vivre aux États-Unis. Il s'ennuyait à Queens. Selon lui, l'université offrait pas un assez gros défi académique pour lui. Puis il y avait un de ses camarades de classe qui avait transféré à Penn, l'université de Pennsylvanie, et il a décidé de faire la même chose. Il a choisi de transférer en physique et en affaires à Penn. Penn Université, là. Parce que il dit, apparemment, la physique l'intéressait plus, mais il était comme, faut que j'étudie en affaires pour être sûr de jamais avoir un boss qui est quelqu'un qui étudie en affaires. Là-bas, il a rencontré Robin Wren, qui est resté un ami, puis qui raconte que déjà, il était obsédé par les fusées, l'idée d'aller sur Mars. C'est aussi là qu'il a découvert à Penn State
un goût pour le party, ou en tout cas des parties où tu fais pas juste suivre ta sœur au bar avec un livre. Son coloc de l'époque a eu une idée. Il était plus... Au lieu de rester en résidence, il a dit, on va louer une maison à Philadelphie. L'Université de Penn est à Philadelphie. Parce que dans les résidences, il n'y avait pas le droit d'avoir de la visite passer 10 heures, puis ça y gossait. Puis ça, ce que je peux comprendre à 20 ans, moi, tout. C'était une des raisons pourquoi j'étais allé en appart et pas en résidence. J'étais comme, je veux pouvoir inviter du monde passer 10 heures chez nous. Fait qu'ils ont loué une maison, puis une fois par mois, ils organisaient un gros party, puis ils chargeaient 5$ par personne. Puis il y a des fois, apparemment, qui rassemblaient jusqu'à 500 personnes. Fait que ça ils payaient leur loyer, là. Ouais, ça payait le loyer pour une maison à Philadelphie parce qu'on est encore dans les années 90 avant que tout parte en couille. Fait qu'ils payaient leur loyer et même leur argent de poche avec leur party mensuel, ce qui est quand même pas cave. Je dis que c'est découvert un goût pour le party, mais c'est peut-être un peu exagéré parce que son coloc, il se rappelle de lui dans les parties comme un observateur. Il dit, tu sais, il fêtait, mais il buvait pas. Tu sentais qu'il regardait le party plus qu'il faisait le party. Ouais. Ce qui, encore là, tu sais, ramène un peu à son potentiel trouble du spectre de l'autisme. À l'été 94, il y a eu 2 stages. Un dans une entreprise qui développait des condensateurs qui permettaient de recharger des batteries électriques plus rapidement, et une autre dans un studio de développement de jeux vidéo. Il était apparemment un excellent programmeur, au point où le studio de jeux vidéo, il a offert lâche tes études puis reste travailler avec nous, on va te payer, on t'engage et tout ça. Mais il a refusé l'offre. Pour plusieurs raisons, mais d'une part parce qu'avec son visa, en fait, il n'avait pas le droit de lâcher ses études. Fait que il n'était pas encore un citoyen américain, il fallait qu'il soit à l'école, il avait un visa d'études. Mais il dit que l'autre raison aussi, c'est qu'il adorait les jeux vidéo, et c'est toujours le cas, il game encore, mais il avait l'impression qu'il n'y aurait pas assez d'impact dans le monde comme développeur. Il était comme, moi, je veux changer le monde, puis c'est pas en faisant des jeux vidéo que je vais y arriver. Ce qui est quand même, tu sais, je sais pas si tu crois à l'effet papillon, mon dieu, je me dis, c'est un grand moment dans l'histoire où s'il avait accepté cette offre d'emploi-là. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Oui. Mais c'est son refus à l'école des beaux-arts à lui, genre, c'est exactement ça. Sauf qu'il s'est refusé lui-même. Donc, au printemps 95, il a gradué, mais s'il a gradué, c'est pas clair. Pas vraiment. Ça a été une des premières controverses autour de Musk, puis c'est une des plus bizarres. Lui, pendant des années, il a dit « J'ai eu mon double diplôme en physique en affaires en 95 », mais en vrai, le diplôme a été délivré en 97. Lui, son explication, c'est qu'il dit « En 95, j'avais fini tous mes cours, sauf anglais et histoire. » Puis l'université, à ce moment-là, il était supposé aller à la maîtrise, puis l'université, il a dit « C'est correct, tu peux faire tes cours de bac d'histoire puis d'anglais pendant ta maîtrise. Il n'y a pas de problème, fait qu'on va te donner ton diplôme sous promesse de terminer ces 2 cours-là. » Sauf qu'il n'a jamais fait sa maîtrise. Puis là, c'est comme tombé d'un crack. Puis quand il a rempli des formulaires plus tard, il avait besoin d'une copie de son diplôme. Puis là, l'université s'est rendu compte que techniquement, vu qu'il n'avait pas fait sa maîtrise, il manquait des cours. Il manquait 2 cours. Mais les cours, entre-temps, étaient devenus facultatifs pour l'obtention du bac. Fait qu'ils ont réémis le diplôme officiellement en 97. Ça, c'est son explication. Honnêtement, on s'en fout un peu, là. C'est juste une histoire un peu weird de paperasse administrative. Mais je le raconte parce que des fois, il y a des gens qui l'ont attaqué en disant il n'a même pas vraiment fini ses études. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il avait fait pression par après sur l'université pour qu'il donne son diplôme. Pour faire Ce qui serait pas grave de toute façon, même s'il n'avait pas fini ses études. Là. C'est vraiment pas l'affaire. C'est vraiment. Vous cherchez vraiment loin pour avoir des affaires crunchy quand il y a des affaires beaucoup plus évidentes. Des affaires beaucoup plus crunchy que ça et beaucoup plus claires. Ouais. Mais je le dis quand même parce que j'ai souvent lu de ces détracteurs que c'est même pas vrai. Ouais. C'est probablement juste un espèce de petite bévue administrative qu'on s'en fout un peu. Là. Mais je voulais le clarifier. Personne ne pourra dire qu'on n'est pas fair dans ce podcast. Non, c'est très nuancé, Pierre-Luc. Bravo. Merci. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, Musk s'enlignait pour faire une maîtrise, puis il avait l'intention éventuellement d'aller jusqu'au doctorat sur les condensateurs. Il avait découvert un peu d'intérêt, puis il s'intéressait déjà aux autos électriques, visiblement. Si on se fait il en avait parlé, oui. Il en avait parlé. Mais les condensateurs l'ont intéressé au cours de son stage dans cette compagnie-là qui faisait des condensateurs, des super condensateurs pour les batteries, puis il voulait aller étudier ça plus en profondeur. Mais il dit, je me suis mis à considérer que les gens avec des doctorats ne changent pas vraiment le monde, que leur impact est super niché, finalement. Moi, je trouve que c'est de la réécriture, un petit peu, mais c'est ce qu'il dit maintenant. Donc, lui, il dit, moi, je voulais changer le monde, et il dit qu'à ce moment-là, il a développé 3 piliers qui allaient lui permettre de changer le monde. L'Internet, les énergies renouvelables et le voyage spatial. Qui sont devenus les 3 entreprises dans lesquelles il a fait affaire. Dans cet ordre-là, en plus, ouais.
C'est-tu vrai qu'il a développé ces 3 piliers-là à ce moment? Moi, je me pose un peu la question. Je trouve que ça fait un peu de la réécriture a posteriori pour dire j'avais une destinée tout ce temps-là. Ce qui fitterait vraiment avec lui aussi. Par contre, on sait qu'il était déjà obsédé par le voyage spatial, surtout à cause de son obsession en fait pour la science-fiction et spécifiquement pour Hitchhiker's Guide to the Galaxy. On va en reparler, là, mais il a tiré des grandes leçons de ce livre-là, qui a peut-être mal compris le 2e degré par moment. Oui, mais c'est ça, là, ouais. Mais il a en fait une fixation sur ce roman-là. On sait aussi qu'il avait un intérêt pour les voitures électriques. Visiblement, sa première date nous l'a dit. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment formé? Je pense qu'il y avait en tout cas des intérêts, ça c'est clair, pour la voiture électrique, pour le voyage spatial. L'Internet, pour quelqu'un qui tripait sa technologie, ses jeux vidéo, qui s'intéressait à ça à la fin des années 90, ça me semble au milieu des années 90, oui, ça me semble très probable. Pour n'importe quel geek des années 90, c'est 3 affaires qui étaient comme, ben oui, c'est ça. Il n'y a rien qui est extraordinaire dans ces Fait que points-là. ça se peut, mais je pense qu'il grandit peut-être un peu l'affaire. T'sais. Donc, c'est ça. Le voyage spatial et les énergies renouvelables, c'est venu plus tard dans sa carrière, mais l'Internet était au cœur de sa première entreprise. Et c'est là qu'on tombe dans la première lancée dans le monde des affaires d'Elon Musk. Pendant sa dernière année de bac, il y a un cadre de NYNEX, NYNEX, une entreprise de téléphone régional, le Québec Téléphone de New York. Et ça, c'est une petite référence super nichée pour mon monde du bas du fleuve, Charlotte Rimouski. Donc, c'est une entreprise de téléphone local à New York qui est venue présenter aux étudiants des plans qu'il y avait pour lancer une version en ligne des pages jaunes qui allait s'appeler Big Yellow. C'est quand même malade là, qui venait faire une présentation à l'université pour dire regardez notre nouvelle technologie, on va mettre les pages jaunes sur Internet. Oui. Ça va être complètement fou. Je m'ennuie quand l'Internet était si pur et simple. Donc, Musk a écouté la présentation, puis il s'est dit clairement, ils n'ont aucune idée de comment rendre le projet vraiment interactif. C'est des gens qui ne comprennent pas vraiment Internet. C'est qui est en train de naître, on est en 94, on est vraiment tôt dans l'affaire. Ça restait à la base d'une version super basique des pages jaunes, mais juste que tu peux faire une recherche en ligne. Fait que Elon a parlé à son frère de ça, puis il a décidé de créer sa propre version du projet. Son idée, c'était de lier les informations des entreprises à une carte en ligne. Aujourd'hui, d'ailleurs, il avait un peu raison. C'est un peu la façon, je pense, la plupart d'entre nous, on cherche des restaurants. Souvent, on va aller regarder, tu sais, on est en voyage, on va regarder dans le quartier, il y a des restos là. Oui, c'est comme Google Maps. Exact, tu sais. Tu pèses sur le bouton restaurant, tu vois les restos, puis tu fais, il y en a un qui est bien coté à 30 minutes, à 20 minutes, peu importe. Donc, c'est ça. L'idée, c'était un peu une espèce de Google Maps avant le temps. Ça allait s'appeler Virtual City Navigator. Fait qu'il était allé voir un de ses profs de maîtrise, puis il a dit, je peux te prendre une sabbatique? Comme ça marche pas, je vais pouvoir venir. Son prof, il a dit, oui, il n'y a pas de problème, mais il disait, je me doutais bien que ce gars-là ne reviendrait jamais aux études. Virtual City Navigator, comment ça fonctionnait? On faisait la comparaison avec Google Maps. C'était quand même un peu plus simple que ça. Là, on est en 94. Mais dans le fond, il y avait une liste des entreprises dans notre ville en ligne sur le site et ça peut te donner l'itinéraire pour te rendre. Fait que c'était une version un petit peu plus simple, mais quand même pour l'époque assez intéressante. Donc, Elon et Kimball ont dit on se lance là-dedans. Ils sont enfermés ensemble dans un appartement à Palo Alto, en Californie. Ils ont eu un investissement de 28 000 de leur père. Donc, c'est ça le fameux investissement. Un bazou à 500 $ que leur père leur a donné. Puis, leur mère a mis 10 000 $ sur sa carte de crédit pour fonder Virtual City Navigator. Et la compagnie, ils ont décidé de l'appeler Zip2. Donc, Virtual City Navigator était le produit. La compagnie s'appelait Zip2. Ils ont eu beaucoup de chance au début, en fait, parce que Navtech, qui était l'entreprise qui fournait les cartes, qui fournissait en fait les cartes géographiques digitales, puis encore aujourd'hui, ils sont dans cette business-là. Ils leur ont permis d'utiliser leurs cartes gratuitement jusqu'à temps que Zip2 fasse un profit. Fait qu'ils ont dit, on vous laisse plein accès à nos cartes, et quand vous ferez de l'argent, ben là, vous verserez une cote. Mais il y avait déjà des cartes virtuelles dans ce temps-là, genre. Ouais. Quand Internet a 2 ans, genre. Ouais, c'est quand même fou. Exact. Fait qu'ils ont été chanceux déjà que ça existe et que la compagnie leur laisse gratuitement utiliser leurs ressources pour développer leur entreprise. Mais ça a créé un buzz autour de leur petite start-up. Parce que l'idée était bonne, mais aussi parce qu'à l'époque, Elon avait un bon sens du marketing. Je pense que c'est la plus grande qualité, je pense, d'Elon Musk. Il a un bon sens du marketing, il sait comment se vendre. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'aptitudes sociales, là. Il est weird, on le voit en entrevue. Ouais. Il a une drôle de façon de parler, tout ça, puis son accent contribue à ça aussi, je pense, malheureusement pour lui. Là. Mais c'est quelqu'un qui comprend comment vendre un produit. Donc, ce qu'il a fait à l'époque,
quand il a acheté un gros rack de serveurs, mais qui servait absolument à rien. Il n'y avait pas besoin d'un rack de serveurs pour développer le produit. Puis ils ont mis un ordinateur personnel dedans. Fait que l'idée, c'était juste que quand les investisseurs venaient visiter leur bureau, il y avait un gros rack avec un ordi puis des lumières partout, mais ça servait absolument C'est juste la frime, C'était juste un PC dans une boîte pleine de lumière. Mais ça a marché parce que les investisseurs trouvaient que ça avait l'air sérieux. Ils ont reçu plein de visites. Et puis, au début de 1996, ils ont eu une offre d'investissement de 3 millions de la part d'une firme de capital de risque qui s'appelait Moore Davidow Ventures. En plus de 3 millions, Moore Davidow leur ont aussi donné de l'aide avec l'immigration parce que là, vu qu'ils étaient des entrepreneurs, il fallait qu'ils aient leur citoyenneté. Fait qu'ils les ont aidés avec l'immigration. Et 30 000 $ chaque pour s'acheter un char parce qu'il était comme c'est gênant que vous vous déplacez en autobus pour aller rencontrer des gens d'affaires. Fait que encore une bonne phobie du transport en commun, ce qui est merveilleux. Donc, ça aussi, c'est resté. Hein? Oui, ça aussi, c'est resté pour c'est resté. Donc, ils ont. Puis c'est ça. Et la dernière affaire que Moore Davidow a faite, c'est qu'ils ont imposé un PDG, en fait, à la jeune entreprise. Et Elon Musk a été relégué au titre de Chief Technology Officer. Relégué, c'est dit vite, qui était quand même le deuxième plus important dans la compagnie. Mais sans surprise, Musk a détesté ça. Il a dit par la suite, j'ai jamais voulu être PDG, ce qui est quand même étonnant comme citation pour un homme qui est PDG de 3 entreprises en même temps. Mais j'ai appris que tu peux pas être Chief Technology Officer si t'es pas le PDG. Ce qui veut dire par là, c'est que t'as jamais complètement le contrôle sur le produit si t'es pas à la tête de la patente. Mais même s'il n'était pas le boss, Elon Musk était un boss et dès le départ, il était apparemment un très mauvais boss. Il avait 25 ans, mais sa personnalité était claire. Il déteste que les gens prennent des vacances. Il trouve que le concept d'équilibre vie personnelle, famille, travail est ridicule. Et surtout, il n'a pas beaucoup de talent pour les relations interpersonnelles. Une des choses qu'il faisait souvent, apparemment, c'est qu'il avait tendance à rester debout toute la nuit quand les autres ingénieurs partaient chez eux pour réécrire leur code, puis le matin, ils les humiliaient publiquement en riant de leur fucking stupid code devant tout le monde. Je te laisse traduire. Oui, OK, parfait. En fait, Kimball lui-même dit que même si c'est son frère, c'était déjà super difficile de travailler avec Elon chez Zip2, qui était sa toute première entreprise il y avait 25 ans. De son propre aveu, leur chicane devenait tellement intense qu'il se retrouvait à se battre dans les bureaux de Zip2. À un moment donné, il faisait plus juste se pousser. Kimball s'est rendu compte que Elon allait le puncher d'en face. Puis pour se défendre, Kimball, il a mordu la main puis il a arraché un bout de chair. Assez qu'Elon a dû aller à l'urgence pour se faire traiter pour le tétanos. Imagine que tes patrons, tes deux boss, genre, se battent puis se mordent. Il y a des programmeurs puis t'es regardes se mordent au sang. T'es comme, aïe, je vais m'en faire mon CV. Je peux pas prendre de vacances. Puis cette bataille-là où Elon a dû aller se faire vacciner pour le tétanos, c'était parce qu'il aimait pas le nom Zip2. C'était ça. C'est Elon qui aimait pas le nom Zip2? OK. Il trouvait ça lettre. L'aventure Zip2 s'est terminée en 99. Prépare-toi, Colin, je m'en vais faire une liste des noms les plus compagnies Internet des années 90 parce que Compaq leur a offert 307 millions pour racheter Zip2 parce qu'ils voulaient améliorer leur moteur de recherche AltaVista. Ce que j'aime de cette phrase-là, c'est qu'on n'a aucun auditeur de moins de 30 ans qui a compris un traître mot. Mais en fait, Compaq, je sais même pas c'est quoi, mais AltaVista, oui, puis c'est old school. Ah ouais, moi, mon premier portable qu'on a eu chez nous, c'était un Compaq. Ah, c'est une compagnie d'ordinateurs, ça se peut. Ouais. Donc, Elon, à ce moment-là, avec les investissements, tout ça, il avait 7% des parts de Zip2. Fait qu'à 27 ans, soudainement, il valait 22 millions US. Ce qui en faisait quelqu'un déjà d'assez riche, mais comparé à ce qu'elle allait devenir, c'était pas comparable, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette nouvelle fortune, cette fortune nouvellement acquise? Kimball puis lui ont donné 300 000 à leur père puis 1 million à leur mère. Fait qu'il y avait un parent préféré. On les comprend. Oui, fair enough. Fair enough. Elon s'est acheté un condo luxueux puis une McLaren F1 qui valait 1 million. À ce moment-là, c'était la voiture en production. La plus chère. La plus rapide au monde. Puis si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Il y a un reportage de CNN qui se trouve en ligne sur YouTube qui a filmé Musk au moment où il recevait sa McLaren F1. Il saute-tu comme un petit garçon, genre? Il était excité. C'est un reportage sur les jeunes millionnaires de Silicon Valley qui font de l'argent avec l'Internet. Là, fait que tu le vois recevoir sa voiture. Et pour une raison inexplicable, ils disent que sa femme, Justine, s'appelle Justice. Absurde, mais moins que le nom de ses enfants à venir. Donc, on a un Elon Musk qui vient de fonder et de vendre sa première compagnie. Il est nouvellement multimillionnaire. Mais là, il y a 27 ans, il n'allait pas prendre sa retraite à 27 ans.
Et son prochain projet, c'était un site qui s'appelait x.com, mais avant Twitter. Donc, je pense qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Oui, c'est assez. À notre retour, au prochain épisode, on va parler de X.com, sa première grande entreprise, et c'est là qu'il est devenu vraiment très, très riche. Et c'est là aussi qu'il a rencontré certains millionnaires qui sont devenus des milliardaires aujourd'hui, dont un certain Peter Thiel. Oui, qui était avec lui. Exact. Fait que Peter Thiel, je ne vends pas toutes les punchs, mais c'est un milliardaire très impliqué en politique. Sur qui on pourrait faire une excellente saison. Ça sera peut-être une saison de Manger les riches, en effet. Donc, un libertarien très impliqué dans l'entourage de Trump, entre autres. Donc, c'est la genèse du Elon Musk qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça sera au prochain épisode. Colin, t'es toujours en forme. Est-ce que tu commences à moins aimer Elon Musk? Tu disais qu'après le premier épisode, t'avais plus d'empathie, de sympathie pour lui que de haine. Là, qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais pas... Si on arrêtait ici, je trouverais vraiment que la vision qu'on a d'Elon Musk est injuste, en fait. Genre, là, il commence à virer, mais c'est pas aller loin encore. Ouais, il est encore un millionnaire qui a mauvais caractère, mettons. Oui, mais il est pas, c'est ça. C'est pas... On en connaît d'autres de même, c'est pas si grave. C'est ça. Pour l'instant, il se démarque pas du tout, c'est ça l'affaire. Ouais. Exact. Mais tu vois, il commence à se démarquer à partir du prochain épisode avec sa deuxième entreprise, X.com. Mais d'ici là, Colin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Colin Boudria, sur tous les réseaux sociaux. Et oui, je suis assez facile à trouver. Et d'ailleurs, allez voir son spectacle. Il reste quelques dates. En fait, je dis ça, mais je sais pas. Il n'y aura sûrement plus de dates quand ça va sortir, on verra. Mais ça va être disponible sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Bon, mais allez le voir sur YouTube dans ce cas-là. J'adore son spectacle. Et c'est beaucoup moins lourd que Elon Musk comme sujet. Voilà, donc merci d'avoir été là. Et rejoignez-nous au prochain épisode où on parle de X.com. Merci d'avoir écouté l'épisode de Manger les riches. C'est un épisode qui est commandité par Lux Éditeur. Oui, donc Lux Éditeur, une maison d'édition que vous connaissez peut-être, qui publie des essais à caractère progressiste. Alors, je vous encourage à aller lire leurs livres et je vous recommande particulièrement La Société de provocation de Dalia Nanian, qui est un excellent complément, je pense, à Manger les riches. Aujourd'hui, on enregistre chez vous, fait que je vais pouvoir le prendre d'ailleurs. Tu vas pouvoir me le prêter. Et si vous voulez nous soutenir, j'aime mieux dire soutenir que supporter parce que sinon... C'est un anglicisme, je pense. Puis ça sonne vraiment lourd de supporter. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous donner de l'argent sur quoi, Pierre? Ko-fi, ça s'appelle Ko-fi, donc ko-fi.com/manger les riches. Et vous pouvez nous laisser un pourboire à votre guise, c'est très apprécié. On aimerait nous aussi devenir aussi riches qu'Elon Musk, donc on compte sur vous. Ça va prendre beaucoup de pourboires. Sinon, gratuitement, vous pouvez aussi, si vous appréciez le podcast, vous pouvez donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Pour vrai, ça aide beaucoup dans le recensement, dans le référencement des podcasts. Fait que merci de le faire. Vous pouvez même vous abonner sur YouTube Music si vous faites partie des 3 personnes, dont moi, qui se servent de YouTube Music. Donc, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, merci à Lux Éditeur.